À l'actualité du 13h15, le projet de construction de l'usine de transformation des fruits et légumes de Lumbila n'avance pas. Environ 24% des travaux sont réalisés et le budget provisionnel de 8 milliards de francs CFA est largement dépassé et évalué à plus de 12 milliards de francs CFA aujourd'hui. Et à ce jour, il faut encore plus de 6 milliards de francs CFA pour sauver la situation. C'est le constat fait hier par le Premier ministre qui était sur le site. Et puis le Burkina Faso suspend la chasse des roussettes appelées chauves-souris. Une décision qui fait suite à l'épidémie d'Ebola qui sévit dans la région. Et pourtant, la viande de chauve-souris est prisée dans le centre-est du pays. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver. Mais tout d'abord, à la faveur de son séjour américain, le président du Faso a rencontré des ressortissants burkinabés résidant au pays de l'oncle Sam. Les échanges ont porté sur la contribution de ses compatriotes à l'édification d'un Burkina prospère. Blaise Compaoré leur a donné des informations relatives à la promotion de l'emploi au Burkina Faso. Le point avec Alfred Nikema et Urbe Benito Somé de retour de Washington. Ils sont étudiants ou travailleurs dans divers secteurs d'activité à venir échanger avec le président du Faso sur les difficultés rencontrées dans leur pays d'accueil. Ils ont entre autres évoqué leur participation aux différentes consultations électorales, à l'acquisition d'espaces de retrouvailles dans les grandes métropoles américaines, à l'implication du gouvernement dans les discussions sur les facilités académiques, mais aussi à leur contribution à la création d'emplois au Burkina. Le chef de l'État s'est dit réconforté par leur disponibilité et leur comportement exemplaire. Blaise Compaoré leur a demandé de mettre à contribution les connaissances et les expériences acquises dans leur domaine de compétences pour contribuer à booster le développement du Burkina. Depuis une quinzaine d'années, nous sommes au moins entre 5 et 6% de croissance économique, ce qui peut se compter dans le monde. Cela veut bien dire que c'est un pays qui est sur la bonne voie et il nous faut maintenir cet effort, maintenir ces engagements. Et je suis sûr que nous allons servir ce pays, servir les générations qui vont venir après nous. Et je crois que c'est ça aussi le destin qui nous est donc consacré aujourd'hui, car nous devons préparer l'avenir. Et c'est par notre action d'aujourd'hui que nous allons préparer plus sûrement cet avenir qui doit nous appartenir à nouveau, parce que ce soit nos enfants, nos petits-enfants, et nous voulons qu'ils arrivent sur un socle plus solide que celui que nous avons trouvé. Et c'est pour ce Burkina Faso éternel que nous vous assurons aussi de notre engagement avec vous. Merci. Du développement du Burkina, il a été amplement question à travers notamment la construction de nombreuses infrastructures qui permettront de créer de nombreux emplois. La construction du nouvel aéroport de Ouagadougou, c'est aussi une infrastructure gigantesque qui va vraiment recruter certainement beaucoup de monde. Et bon, on projette avec la Côte d'Ivoire faire une autoroute Ouaga jusqu'à Yamoussoukro. C'est aussi des grands projets d'infrastructure. Et puis la fibre optique que nous voulons connecter toutes les provinces du Burkina. Je pense que d'ici 2 ans à peu près. Voilà, et puis voilà. Et les gros départements aussi, avec au moins 9 sorties sur l'extérieur, pour faciliter un peu plus les connexions, faire une sorte de technopole même à côté de Ouagadougou. Donc il y a des infrastructures du genre qui peuvent, je crois, à l'avenir, ouvrir des possibilités plus grandes pour ceux qui étudient à l'extérieur. Et il faudra qu'on puisse organiser une communication en direction de ces jeunes qui étudient toujours hors du Burkina. Parce que dans les mines, on se rend compte que au départ, effectivement, pour ceux qui sont venus s'installer, des Canadiens et autres, ils avaient beaucoup de Canadiens au départ, même avec le temps, des jeunes viennent, ils intègrent ces entreprises minières et
par ce canal-là qu'on peut vraiment offrir des possibilités. Il faut que l'économie elle-même puisse soit solide, voilà, se construise pour attirer, offrir des possibilités. Sinon, c'est vrai que... Bon, dans l'enseignement aussi, parce que si vous avez suivi, il y a peut-être 2 ou 3 mois, on a adopté un programme pour l'enseignement supérieur. Donc d'ici, sur 10 ans, on va mettre plus de 1000 milliards. Alors c'est pour construire des universités, donc il faut des enseignants, il faut l'encadrement. Et là aussi, ça va demander beaucoup d'enseignants à mettre en place pour les 10 années à venir. Alors il y a des secteurs comme ça qui vraiment seront porteurs pour l'emploi. Et parce que finalement, c'est ça qui retient quelqu'un quand on ne travaille pas. Et nous allons avoir dans 1 mois à Ouagadougou un sommet de toute l'Union africaine sur l'emploi de la jeunesse. Je crois que ça va être un sommet aussi qui va nous permettre pour toute l'Afrique de dégager un programme d'action pour accompagner la jeunesse dans la recherche du travail en Afrique. La rencontre aura donc permis de prendre la mesure des ambitions de développement du Burkina, des ambitions que partagent les compatriotes vivant aux États-Unis et qui disent être prêts à relever les défis. Je vous le disais en titre, le projet de construction de l'usine de transformation des fruits et légumes de Lumbila, lancé en 2011, est toujours à la traîne. Le Premier ministre Lucas Dortiao s'est rendu hier dans l'après-midi sur le site pour un constat. Environ 24% des travaux sont réalisés. Le budget prévisionnel de 8 milliards de francs CFA est largement dépassé et évalué à plus de 12 milliards de francs CFA aujourd'hui. Et à ce jour, il faut encore plus de 6 milliards pour sauver la construction de l'usine. Ernest Kambiré. La construction de l'usine de transformation de fruits et légumes de Lumbila est l'un des grands projets du chef de l'État qui connaît aujourd'hui des difficultés dans sa phase de réalisation. Problèmes de gestion financière, non-respect des clauses contractuelles ou des engagements et divergences entre les parties prenantes, le projet dont la première pierre est intervenue il y a 3 ans est en souffrance. À ce jour, seulement 24% des travaux sont réalisés en génie civil avec 70% de taux d'installation des équipements et autres appareils. Je suis arrivée récemment à la tête de la société de transformation de fruits et légumes, mais le constat est là et beaucoup de dépenses ont été faites et malheureusement, peu de travaux ont été réalisés. Donc aujourd'hui, nous tentons de relever le défi, de redresser la situation, mais le travail est encore lourd. Difficile donc pour l'instant de se prononcer sur le respect des délais tant les choses piétinent. Le budget prévisionnel du projet estimé au départ à 8 milliards 111 millions de francs CFA est largement dépassé pour atteindre les 12 milliards de francs CFA. Et il faut aujourd'hui encore plus de 6 milliards de francs CFA, soit un total de 17 milliards pour achever les travaux de construction de l'usine. C'est ce qui ressort du plan de redressement présenté au chef du gouvernement sur le chantier. Il nous faut réagir réellement et très vite parce que d'une part, l'État s'est endetté auprès d'une institution internationale et l'État lui-même a mis la main à la poche à hauteur de plus de 6 milliards et nous ne voyons pas encore le bout du tunnel. Bon, j'espère qu'à l'issue de cette visite, nous allons prendre des mesures nécessaires, en tout cas pour essayer d'avancer. La construction de cette usine a fait couler tant d'encre et le projet mérite aujourd'hui une réaction au plus haut sommet de l'État pour faire avancer les choses. Je vous dis aujourd'hui, on a encore un gap de 6 milliards. Alors donc il faut faire vite. Alors donc c'est pourquoi pour le moment je ne peux pas vous dire ce qu'on va faire exactement puisque nous allons nous pencher sur la question dès la rentrée gouvernementale en septembre. Il va falloir vraiment que nous tranchions rapidement. Trancher rapidement, se fixer notre échéancier pour essayer d'avancer. Oui, il faut trouver une solution définitive à ce qui se passe à la société de transformation de fruits et légumes, car au grand mot, dit-on, il faut des grands remèdes. Nous allons tirer les leçons. Et bien, s'il y a effectivement des sanctions à prendre, elles seront prises. Parce que ce n'est pas normal que nous soyons à ce stade et qu'on constate que les choses n'avancent pas. Que nous avons reçu des instructions pour procéder à une évaluation bien précise de ce projet et de convoquer rapidement à la rentrée un conseil de cabinet pour que nous prenions les décisions, notamment en validant vraiment cette stratégie de finalisation de l'usine, mais ensuite la mobilisation des ressources pour pouvoir financer tout cela.
En attendant, le Premier ministre chef du gouvernement a pu prendre connaissance du plan et des propositions de redressement de la nouvelle équipe. Des propositions et solutions qui envisagent un audit industriel, financier, organisationnel et social, l'intervention de l'ASE ou encore une subvention de l'État pour aplanir toutes les divergences constatées. Pour l'heure, il sera difficile de se prononcer sur un échéancier qui permettra à cette usine, qui sera bâtie sur 14 hectares pour collecter et transformer en moyenne 60 000 tonnes de tomates et 28 000 tonnes de mangue vendues pour la majeure partie à l'international, notamment au Ghana, au Togo et en Côte d'Ivoire. À Dédougou, les travaux du chantier du 11 décembre prochain avancent de l'avis du ministre en charge de l'énergie qui était sur le site ce lundi 11 août. Salifou Kaboré est allé suivre les travaux d'électrification et ses hommes rassurent que tout sera livré à bonne date. Paul Sawadogo, sur place à Dédougou. De l'hôtel administratif à la place de la Nation, en passant par la salle de spectacle et la cité des forces vives, le ministre des Mines, des Carrières et de l'Énergie, Salif Lamoussa Kaboré, a passé en revue les différents chantiers de la Sonabel dans le cadre du 11 décembre 2014 à Dédougou. Déjà au niveau de la cité des forces vives, d'ici à la fin de ce mois-là, nous pourrons donc mettre sous tension et permettre donc l'abonnement des clients qui vont le désirer. Alors au niveau de l'éclairage public des voies, bon, pour l'instant ce n'est pas perceptible sur le terrain parce que nous sommes en train de faire les piquetages, les fouilles. Donc bon, d'ici peut-être mi-septembre, je crois que les gens pourront voir ça sur le terrain concrètement. Il n'y a pas de goulot d'étranglement pour l'instant. Bon, on essaie d'occuper utilement le temps, mais en tout cas nous espérons être dans les délais. 30 à 45%, c'est le taux d'exécution des travaux de la Sonabel. La Sonabel doit être au rendez-vous. J'ai constaté avec satisfaction que mes instructions étaient respectées et que les travaux avancent. Nous avons pris l'engagement que d'ici le 15 novembre, la Sonabel aura fini ses travaux sur le site de Dédougou. À la cité des forces vives, les poteaux sont levés et les câbles tirés. Dans les autres chantiers, les travaux sont engagés et la Sonabel s'active à être au rendez-vous du 11 décembre 2014. De son côté, le ministre en charge de l'enseignement supérieur était sur le site de construction du centre universitaire de Fada N'Gourma. Le professeur Moussa Ouattara a pu réaliser le taux d'exécution des travaux estimé à près de 32%. Le point avec Albert Sankara. Sur une superficie de 115 hectares, le centre universitaire polytechnique de Fada est en construction. Celui-ci doit pouvoir accueillir les étudiants à la rentrée académique 2015-2016. Le professeur Moussa Ouattara, ministre des enseignements secondaires et supérieurs, est venu voir l'état d'avancement des travaux. Le bâtiment étant en R+2, il faut dire que pour le moment, le premier chantier qui est en train de se faire, c'est le rez-de-chaussée, jusqu'à ce qu'il y ait la première dalle qui soit coulée. Alors nous allons travailler à ce que rapidement l'entreprise puisse obtenir sur la base de sa première sélection la suite des travaux pour que le bâtiment en R+2 puisse se faire, de telle sorte qu'à la rentrée 2015-2016, que tous les étudiants de l'université de Fada soient en place ici. Malgré quelques difficultés au départ, surtout celle de l'eau, la société Agimo chargée de réaliser les infrastructures entend honorer le délai. À ce stade, nous sommes déjà sortis de terre, c'est-à-dire que la longrine est déjà finie et on a commencé à soulever les poteaux pour pouvoir plancher et couler la dalle. Parce que le bâtiment s'arrête, la première phase, c'est le rez-de-chaussée. Le bâtiment sera livré dans les délais, Inch'Allah, peut-être avant même le délai. Pour l'heure, l'université de Fada est logée au lycée professionnel régional Niendabli avec deux filières, à savoir le génie géologie et minier et le génie civil. Une école privée de formation des enseignants du primaire de Waïgouya met sa cuvée 2014 sur le marché de l'emploi. La sortie officielle est intervenue ce 7 août dernier. Korotimi Kagone a assisté à la cérémonie, son compte rendu.
Du 109 vient agrandir la famille de l'enseignement primaire. Ils sont 150 impétrants, dont 127 filles et 23 garçons, sortis de moule de l'école de formation de l'ENEP privée et FEP. Ces impétrants viennent d'obtenir le certificat élémentaire d'aptitude pédagogique CAP après 2 années de formation théorique et pratique au centre privé Astelvi. Nous sommes sortis aguerris comme des instituteurs prêts à servir, à relever le niveau de la qualité de l'éducation au Burkina Faso. Donc c'est un sentiment de joie et de fierté qui m'anime en ce jour-là. Et nous disons aujourd'hui, former un jeune, c'est développer toute la nation. Donc je vais juste les appeler à aller partout où ils doivent servir, à mettre le sérieux d'eux-mêmes, tout ce qu'ils ont appris à l'école, en tout cas pourra leur servir pour que, en tout cas, les enfants qu'ils auront entre leurs mains puissent bénéficier d'une bonne formation. Cette cérémonie de sortie de la 2e promotion est placée sous le thème « Responsabilité des nouveaux IAC face aux défis de la qualité de l'éducation au Burkina Faso ». Le ministre, en tant que natif de la région, peut porter à l'endroit de ces filles, c'est de leur dire allez véhiculer le message, donner le savoir aux enfants dans les points les plus reculés du Burkina. C'est à ce titre-là que votre mission serait beaucoup plus noble. Les élèves maîtres de la 2e promotion du centre privé Astelvi sont désormais bien outillés et prêts à servir l'État si toutefois ils sont intégrés dans la fonction publique. Le Burkina Faso suspend la chasse spéciale des roussettes appelée encore chauve-souris, une décision qui fait suite à l'épidémie d'Ebola qui sévit dans la région. Et pourtant, la viande de chauve-souris est prisée dans le centre-est du Burkina. Comment la mesure est-elle respectée? Élément de réponse avec Badaniel Kambou. Au menu de ces restaurateurs, point de viande frite ou de soupe de roussettes, comme à l'accoutumée à notre passage ce jour. Nous, on faisait ça avant, mais on a arrêté. Parce que ça peut nous contaminer, nous aussi. Et ça fait peur aux gens. Et peut-être que c'est normal, puisqu'on ne sait pas de quoi il s'agit. La consommation des roussettes dans le centre-est est encouragée par la présence en grand nombre de ces mammifères. Nous sommes une zone vraiment d'accueil de cette migration. Ici, nous sommes dans la commune de Tinsobntenga, où il y en a aussi. Je crois au niveau du Boulgou, on en trouve aussi dans la commune de Bousma. Bon, avant donc cette fièvre d'Ebola qui prend, j'allais dire, des ampleurs dans certains pays, on se laissait aller en tout cas dans la consommation donc, de ces roussettes-là. En plus d'être une porte d'entrée, la région du centre-est présente donc d'énormes risques liés aux habitudes alimentaires de sa population. Ce sont des animaux migrateurs qui sillonnent vraiment tous les pays, y compris les pays forestiers. Donc, en tout cas, le risque par rapport aux roussettes est quand même réel au Burkina Faso. Le grand conseil que je donne actuellement, c'est que les gens arrêtent de chasser ces animaux, de les consommer. Il ne faut pas les toucher même, puisque la contamination, c'est à travers les sécrétions de l'organisme, le sang, les selles, les urines, le corps. Je dis qu'il ne faut pas toucher ces animaux-là à l'heure actuelle. Il faut donc interdire la consommation des roussettes, nous disent les spécialistes de la santé. Dans le sang de ces animaux-là, on trouve des anticorps, c'est-à-dire qui prouvent que ces animaux ont été infectés par le virus. Pour l'heure, Service de l'environnement et acteurs de la santé essaient d'informer, de sensibiliser et de convaincre au mieux la population. Le communiqué du ministère de l'Environnement et du Développement durable a d'ailleurs été relayé au niveau des différentes radios locales de la place afin de dissuader au maximum tous ceux qui pourraient continuer à douter du danger de consommer la viande des roussettes. Le gang de malfrats qui écumait les stations-service de Ouagadougou vient d'être mis hors d'état de nuire. Les bandits ont été présentés à la presse ce lundi. Leur mode opératoire consistait à faire du repérage le jour pour déterminer le taux de fréquentation de la station. Ensuite, ils reviennent armés et en binôme avec des motos et se postent dans les environs de la station, guettant le moment propice pour faire irruption à la pompe, braquer les pompistes et les dépouiller de leurs recettes. Yolande Lompo. Voici ce qui troublait la quiétude des responsables de certaines stations-service de la ville de Ouagadougou. Ils viennent d'être mis hors d'état de nuire par la brigade anticriminalité. Depuis janvier 2014, rarement il se passait une semaine sans qu'une station-service de la ville ne soit braquée.
Les recherches effectuées depuis lors ont permis d'interpeller 5 malfrats identifiés respectivement comme appartenant à la bande Assoulé d'une part et à la bande à Maïga d'autre part. Cette opération a été matérialisée grâce à la collaboration des agents de la police. Quand bien même elles agissent séparément, leur mode opératoire est le même. Il consiste en 2 actes. Le premier est la reconnaissance préalable faite de nuit pour s'enquérir du mode de fonctionnement et du volume de fréquentation de la station-service. Par la suite, en binôme motorisé et armé, ils vont se mettre à proximité, se poster à proximité de la station-service et au moment propice, ils font irruption à la pompe, braquent les pompistes, les dépouillent de leurs recettes avant de se retirer à vive allure, et ce après avoir neutralisé les vigiles quand il en existe. Le commissaire principal de la police a lancé un appel aux populations de collaborer avec ses services en composant les numéros mis à leur disposition, le 10-10 ou le 17. En religion, le diocèse de Gawa a procédé à l'ordination de son premier prêtre ce samedi 9 août, un événement qui a mobilisé de nombreux fidèles, ressortissants et autorités. Sébastien Zongo. C'est le tout premier prêtre ordonné ici à la paroisse Sacré-Cœur de Gawa, érigée en diocèse depuis le 18 février 2012. C'est vraiment une grande joie qui m'habite en tant que premier évêque du nouveau diocèse de Gawa, puisque c'est le tout premier prêtre que j'ordonne, puisque c'est l'évêque qui donne son pouvoir au prêtre. Alors aujourd'hui, j'ai donné mon pouvoir à mon premier-né. Le jeune pasteur de l'église catholique est accueilli par des chants, louanges et actions de grâce à cette cérémonie importante pour tout nouveau prêtre de l'église famille. Sans cette ordination qui montre qu'il est en lien avec Jésus-Christ, ce n'est même pas la peine de parler de prêtre. C'est ça qui montre donc son identité et sa mission de prêtre là par rapport à Jésus-Christ. Il est ordonné, il doit vivre de façon ordonnée. À 28 ans, ce natif de Périban, dans la province du Poni, aura passé 15 années de formation et d'études théologiques au petit séminaire de Diebougou, en passant par les grands séminaires de Kossoguin et de Wayalguin à Ouagadougou. On devient prêtre pour évangéliser, rien que cela. Et qui dit évangélisation dit apporter le Christ aux autres, c'est-à-dire être parmi eux-mêmes un modèle, une image, une haute image du Christ, pour que le peuple chrétien, en vous voyant, puisse vous imiter et devenir à leur tour de vrais disciples du Christ. L'abbé Gabé Isaac Sib est attendu dans la communauté chrétienne de base de Périban ce dimanche 10 août pour la célébration de sa première messe d'Action de grâce. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite du programme sur la RTB. Au revoir. De Monsieur le ministre des Sports et Loisirs et sous la présidence de Mme Maïmounata Belem-Ouetraogo, ministre de l'eau, des aménagements hydrauliques et de l'assainissement, et sous le parrainage de M. Touré Boubacar, président de la Fédération ivoirienne de basketball.